Ok, très bien. Je te laisse introduire. Très bien. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Frédéric Lachèvre à côté de moi. Et oui, la chance. Donc, il va pouvoir nous parler de son expérience au Leclerc de Quimper. Donc, il va vous présenter tout d'abord sa problématique, donc pourquoi il a fait appel à Coolroof. Et ensuite, il va vous faire un retour d'expérience plus concret, puisque c'est notre premier client et qui a un retour d'expérience maintenant de 5 ans. Donc, je lui laisse la parole. Alors, bonjour à vous tous. Je vais essayer d'une manière la plus synthétique possible, ce qui m'est difficile parce que je parle beaucoup généralement, de vous présenter le pourquoi du Coolroof. Il y a 9 ans, j'avais des problématiques. Je fais de la maîtrise d'ouvrage délégué sur des hypermarchés, des centres commerciaux, des centres logistiques et des bâtiments aussi, des bâtiments techniques, notamment dans l'industrie. Spécifiquement sur le Leclerc de Quimper, dont je continue à assurer la gestion complète. J'avais, il y a 9 ans, une problématique qui était la suivante. J'avais des micro-fuites. Je devais refaire le toit parce que le toit a été fait, enfin, ce bâtiment a été fait en 89. Il y avait déjà eu un refit sur cette toiture et il fallait que je résolve effectivement un problème. Lors d'un voyage à New York, il y a maintenant 9 ans, j'ai eu l'occasion de voir des gens qui peignaient les toits en blanc. Je me suis un peu posé la question. Et en revenant en France, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est une solution. Dans un premier temps, je pensais essentiellement à mettre quelque chose qui me permettait de résoudre un problème. Parce qu'il se trouve que ce bâtiment est monté sur pieux, sur un terrain marécageux. Je ne pouvais pas refaire un refit. Il fallait que je change l'intégralité de la toiture, de tout arracher, de tout refaire. C'était soumis à permis de construire, donc à la RT 2012, parce que sur Quimper, c'était soumis à permis de construire. Et là, dans ces cas-là, je rentrais dans une problématique qui faisait qu'il fallait que je renforce sous fondation, que je renforce les poteaux-poutres. Enfin, en bref, on en arrivait même à une question de se dire, est-ce qu'il ne serait pas plus simple à un moment donné de déménager cet ensemble? Donc, il fallait que je trouve une solution. D'où est venu, je voyais des gens peindre, je me suis dit, tiens, c'est peut-être une solution. À partir de là, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était cette technique de Coolroofing. Je vous parle de ça en 2011 à peu près. J'ai fait venir en France tout un tas, parce qu'on n'est pas les seuls dans le monde. J'ai fait venir en France des produits qui venaient des États-Unis, des produits qui venaient du Japon, d'Australie, de Chine et d'Inde. Des produits extrêmement solventés qui ne correspondaient en rien effectivement à nos obligations en Europe. À partir de là, avec deux collègues, j'ai travaillé ce toit là que vous voyez en photo. C'est un espèce de patchwork où il y avait tout un tas d'essais de peinture, y compris de la peinture routière, différentes peintures, différentes solutions. On en a fait faire, on a travaillé avec différents tôleurs, d'une manière très très empirique. Et à trois, c'est-à-dire avec un ami qui est thermicien, qui a une société de génie thermique, avec la personne qui gérait l'énergie chez nous et qui était l'entreprise de génie électrique, et moi-même en tant que gestionnaire de bâtiment. On a travaillé là-dessus pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans. On a fait appel à 2 bureaux d'études, on a fait des tests, et puis un jour, je me suis retrouvé avec mes acolytes avec 2 pots de 10 litres de peinture, et en disant, voilà, si je dois partir, si on doit partir, maintenant, il faut constituer une entreprise. Donc, pour ne pas me cacher derrière mon petit doigt, je suis le président, directeur général de l'entreprise Coolroof. J'ai créé Coolroof avec 2 associés parce qu'il n'y avait pas d'entité qui était propre à le faire. Et toujours, effectivement, de maître d'ouvrage et de gestionnaire de bâtiment. Donc, nous avons mis en œuvre la V1 de Coolroof, on l'a installée et on a installé un système de capteurs disposés sur le toit pour prendre à toucher, pour prendre dans l'isolant, pour prendre à l'intérieur de la boîte. Et on a fait la même chose sur le blanc et sur le noir. Mais j'insiste bien d'une manière très, très empirique. Pendant 2 ans, pour un cycle complet de saison, c'est-à-dire été, automne, hiver, 2 fois, on n'a rien dit. On n'a pas communiqué.
On n'a pas communiqué, on n'a pas cherché à avoir des clients, on a juste cherché à accumuler de la data. De manière à pouvoir, qui sont des comptes certifiés, et de voir de quelle manière, effectivement, ça pouvait influer sur ma consommation énergétique. Parce que ça avait effectivement répondu, à mes attentes en termes de microfuite, mais ça, en aucun cas, la chose recherchée, parce que le groupe, ce n'est pas de l'étanchéité. Mais par contre, au bout de 2 ans, on avait 2 ans de consommation complète sur l'ensemble de la boîte, et où moi, je pouvais extrapoler ce que représentait la consommation de la clim. Je sais, parce qu'on a une GTC assez performante, je savais très exactement ma part clim chauffage. On a. Attends, ce serait bien de revenir un peu en arrière. Tu m'as envoyé trop loin, je reviens à ça. Okay. C'est celle-là, c'est laquelle? Ça arrive. Là, donc, avec l'effet qui est entendu avec le cool roof, mais je pense que vous le connaissez tout un chacun, c'est que je note par cette surface à l'intérieur du bâtiment. Le constat au bout de 2 ans, au niveau de la consommation climatisation, on avait une différence de 19 700. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur quelque chose de constant puisque ça a trait à la météo. Par contre, les consignes de température qui nous permettaient soit de chauffer, soit de refroidir le bâtiment étaient toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'en gros, et comme dans à peu près toutes les grandes surfaces en France, parce que j'en gère d'autres, en dessous de 19, on chauffe, au-dessus de 25, on refroidit. Nous avions une baisse de consommation de climatisation qui, ici en Bretagne, a été de l'ordre entre 45 et 55%, en prenant des jours égaux en termes de température extérieure. Il faut savoir qu'ici, on est dans peut-être le pire endroit en France, puisque c'est là où on est à peu près, que nous étions jusqu'à présent le plus stable. Peu froid l'hiver et avec une température extérieure peu chaude l'été. Mais la montée en température de la boîte que représentait l'hypermarché se faisait uniquement avec le rayonnement solaire. Enfin, pas uniquement avec la température extérieure, mais beaucoup avec le rayonnement solaire. Donc, le constat clairement établi au bout de 2 ans, quand on avait ces relevés-là de données et ces relevés chiffrés avec nos consommations électriques, c'est qu'à Quimper, maintenant on a d'autres cas bien entendu, mais à Quimper, la consommation de climatisation a baissé de, je vous dis, entre 45 et 55%. Pour vous donner un ordre d'exemple, 5 ans, enfin maintenant un peu plus, 7 ans après la mise en œuvre, on est sur une consommation qui fait que les 15 derniers jours où il a fait très chaud pendant le confinement, où nous étions ouverts, on a chauffé en tout et pour tout 3h30 sur les 15 jours. C'est-à-dire que la mise automatique en marche s'est faite pendant 3h30. Alors qu'auparavant, à partir de 14h au mois d'avril-mai, quand on avait effectivement des ciels bleus et on prenait de la calorie à l'intérieur du bâtiment, on commençait à chauffer à partir de 14h, 15h et ce jusqu'à 17h, 18h, de manière à maintenir effectivement cette température que je vous ai dit, qui est la température de référence. La composition maintenant, ça c'était la V1 de Cool Roof qu'on a installée sur Quimper. Par la suite, on a passé à une V2, à une V3. Ce qui était extrêmement important pour nous, c'était d'avoir quelque chose qui soit le plus propre possible, qui soit quelque chose facile à mettre en œuvre et qui soit quelque chose qui assure une durabilité, parce que l'ensemble des produits qui étaient sur le marché, hormis des produits de couverture qui existent, parce que bien entendu qu'il n'y a pas que nous, il y a d'autres acteurs, et notamment le leader de l'étanchéité en France a un produit qui est aussi extrêmement performant, mais qui répond à d'autres problématiques. Pour nous, pour une peinture, pour cette facilité de mise en œuvre et pour cette volonté de conserver quelque chose de clean et de propre, on a mis au point, c'est la propriété de l'entreprise, donc ce base coat qui se pose en deuxième couche, qui permet effectivement qui permet de créer d'une part
la blancheur, qui est l'élément moteur effectivement du phénomène Coolroof, et d'améliorer l'émissivité. Et un top coat, on a 2 couches de base coat et un top coat qui est un revêtement de finition qui, lui, nous permet, on a un accord d'exclusivité d'utilisation d'un produit qui est unique, qui s'appelle le Kynar Aquatech avec Arkema. On a travaillé de concert avec eux assez longtemps pour assurer une durabilité qui, en test Florida, dépasse les 17 ans. Nous, ce revêtement, et je le vois, là, on a 7 ans, on a un revêtement qui est blanc, qui dure, qui a 7 ans, qui est toujours dans son intégrité de surface, qui est toujours dans le même état. Et comme on a toujours effectivement ces 2 fois 8 capteurs, tous ces capteurs-là permettent de nous dire que l'effet Coolroof, au bout de 7 ans, est toujours là. On a toujours le même effet. On n'a pas de constat de baisse de différence de température entre le carré témoin noir, qui fait à peu près 50 mètres carrés, et l'ensemble de la surface. La seule chose que nous avons fait au niveau de l'hypermarché, c'est qu'on a refait 1000 mètres carrés supplémentaires sur une excroissance du bâtiment qui n'avait pas été fait auparavant. On a peint, il y a 3 ans, sous les condenseurs. Et ça, je vais y venir. Le phénomène Coolroof se fait sur l'ensemble de la masse et on a une baisse constatée entre 3 et 5 degrés suivant la luminosité, suivant les facteurs de vent, les facteurs météo. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler dans un bâtiment, c'est le facteur humain. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des journées très ensoleillées, mais qu'il y ait des portes qui restent ouvertes, qui créent des courants d'air, des choses comme ça. Donc, le côté constant de la gestion des températures à l'intérieur, c'est très, très difficile sur un ensemble comme celui-ci. Par contre, on sait qu'on a une baisse lissée entre 3 et 5 degrés sur les périodes de forte chaleur. On l'a testé pour la première fois sous des condenseurs, puisque nous avions aussi une problématique qui, je pense, est la même de tous les bâtiments, parce que je l'ai fait aussi sur des sites logistiques. On a des problèmes en cas de forte chaleur, de diminution effectivement de la température de reprise, et on est obligé d'arroser ces condenseurs. Alors, quand bien même on a des systèmes adiabatiques pour effectivement les refroidir, il faut quand même le surveiller, il faut le mettre en œuvre. Là, il se trouve qu'on a peint, typiquement, on a peint depuis 2 ans, ça va être le 3e été, on ne peint plus sous les condenseurs. Alors, on n'est plus dans le cadre d'un ROI de consommation d'énergie, parce qu'indirectement, il y a une baisse de consommation d'énergie au niveau des groupes froids, mais par contre, au niveau des condenseurs, très peu, parce qu'un condenseur en lui-même consomme très, très peu. Par contre, dans le phénomène effectivement de l'échange gazeux thermique, on a gagné en assurance sur la continuité de service du froid. De la même manière, on avait un shelter aussi à l'extérieur, qui est une petite boîte, qui est un container dans lequel j'avais des machines à l'intérieur qui me permettent, si vous avez mieux, de faire du frais emballé au niveau de l'hypermarché. Et j'avais des problèmes de surchauffe parce que, bien entendu, ces machines sont dans un environnement très confiné. Et on a peint l'ensemble de la boîte. On a gagné les 3 degrés à l'intérieur de ce shelter de manière à garder une continuité de service. Le phénomène Coolroof, c'est ça. C'est ce qui nous permet, nous, de garantir une température pour, par exemple, les convecteurs, pour ce que je vous disais pour le shelter. Et au niveau du bâtiment, j'ai une consommation maintenant j'ai une consommation de climatisation qui a baissé, je dis de l'ordre de 45 à 50% à Quimper, en sachant que on a évité aussi une autre chose, c'est que j'avais des phénomènes, vu le vieillissement du toit, j'avais des phénomènes de microfuite, comme je vous le disais, qui est l'initiation même de cette réflexion autour du coolroofing, alors qu'on s'en est complètement écarté, parce que maintenant, c'est véritablement du confort et de l'économie d'énergie. On a pratiquement plus de mouvement de température de toit et au-delà de 40 degrés. C'est-à-dire qu'en gros, la température du toit au plus chaud et avec un soleil qui amène le plus de rayonnement, on ne dépasse pas
40 degrés de température de surface. Ce qui fait que mécaniquement, nous n'avons plus ce phénomène de distorsion, rétractation, et on n'a plus eu ce phénomène de microfuitage. Et ça, dans la réflexion que j'ai, moi, en tant que gestionnaire de bâtiment, c'est que cette problématique que j'avais d'obligation de changer ce toit, bon, je ne l'ai pas annihilé complètement, mais j'ai quand même reculé l'échéance, vraisemblablement peut-être d'une quinzaine d'années. Et ce qui est loin d'être neutre, parce que au départ, je n'avais pas la possibilité de le faire. Ce qui est indiqué là dans le slide que vous avez en face, c'est ce que je vous ai dit. Alors les 6 degrés de moins sous blanc par rapport au noir, c'est vraiment à toucher à l'intérieur du bâtiment sous le bac. Les 20K, c'est ce que je vous ai expliqué, et c'est sur bilan et sur consommation électrique. Ça continue toujours. On a d'autres effets qui sont des effets inverses, parce qu'on nous parle souvent sur le fait qu'on ne rentre plus de calories l'hiver. Alors, il se trouve que l'hiver, la courbe du soleil est beaucoup plus basse. Déjà, ça influe énormément, puisqu'on rentre beaucoup moins de calories par le toit en hiver qu'on en rentre pendant le printemps ou l'été, par rapport à la courbe du soleil. La deuxième chose, c'est que j'ai été très surpris la première année, parce qu'effectivement, nous avions plus froid dans le magasin. Donc, je me suis dit, c'est le cool roof. Sauf que les relevés de data que j'avais au jour le jour, parce qu'on les a à l'instant T sur 2 fois 8 sondes, me montraient que ça ne l'est pas du tout. J'avais changé sur les 7000 m², j'avais changé mon éclairage, j'étais passé de T5 classique, de tube fluo classique en LED. Et là, si je faisais le calcul, effectivement, c'est que mes tubes me donnaient autant de puissance que si j'avais eu un chauffage allumé en permanence. Donc, ce n'est pas l'effet cool. Et là, maintenant qu'on a un comparatif par rapport à le fait d'avoir fait le cool roof, 2, d'avoir fait les LED, et j'ai 3 ans maintenant de consommation électrique que je vérifie au mois le mois, on a toujours ce phénomène, et je n'ai pas de différence de consommation électrique par rapport aux 3 ans référence d'avant avoir fait et le cool roof et les LED. Elle est vraiment à la marge. Autant je le constate sur la non-pénétration de calories positive pendant l'été, autant je ne constate pas la différence, elle est véritablement à la marge pour l'hiver. Voire même lorsque l'hyper est fermé et que les clients ne sont pas là, parce que les clients apportent de la calorie, voire même j'ai un déphasage de perte calorifique, notamment entre 2 heures et 5 heures du matin ou 6 heures du matin, où on remet effectivement les machines en branle. Il y a un déphasage et j'arrive à récupérer, je dirais, 2 heures de temps qui me permet de maintenir 1 degré supplémentaire sans pour autant lancer le chauffage. Dans les slides qui vont venir, il n'y en a plus. Ouais, je pense qu'on peut passer aux questions. Ouais, donc voilà, si ça va à tout le monde, vous nous avez posé des questions qui sont fort intéressantes. Je vais les dérouler si ça vous va comme ça. Je vais répondre à certaines questions. Donc, il y a combien représente cette part de consommation sur le magasin? Donc, le magasin, en gros, a une consommation globale de 400K. Il faut savoir que ce magasin, il y a 15 ans, quand j'en ai pris la gestion, on était sur un 1500 kVA, on est tombé maintenant à 750 et on a une consommation budgétaire d'à peu près 450 000 € par an. Et la consommation de clim représente, la climatisation chauffage représente entre 25 et 30% de la consommation globale magasin. Et donc, cette part, vous pouvez faire le calcul sur les 400K qu'on a par an. Il y a plus que ça. Alors, on a une baisse, je l'ai évoqué, mais vraiment, là on est en train d'étudier ça. On installe des torses sur nos moteurs au niveau du froid, parce qu'on s'est aperçu qu'on a aussi une baisse au niveau du froid. Après, j'ai une question sur la durabilité du produit proposé, ainsi que des questions sur sa mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est non intrusif. La mise en œuvre, c'est une préparation de surface, de toiture, donc le nettoyage, la préparation du toit.
la durabilité et sur la durabilité du produit, ce que je vous disais, on est à 7 ans, on est toujours dans le même état. On nettoie, il faut prévoir un nettoyage, il faut une visite annuelle pour effectivement voir. Une visite annuelle, un nettoyage très léger. Très léger, quand je dis c'est un nettoyage basse pression, sur l'ensemble tous les 2 ans ou tous les 3 ans, suivant l'environnement et suivant les polluants qui sont au niveau du bâtiment. Typiquement, sur Quimper, on est au bord d'une 4 voies et on est dans un endroit où on a les vents dominants qui nous amènent tous les gros polluants directement sur le toit. Alors, pourquoi avoir choisi ce procédé? Des contraintes durant la mise en œuvre. Les contraintes, il n'y en a pas. C'est ce que je vous disais, c'est absolument pas intrusif. Les contraintes, c'est qu'il a fallu amener, à cette époque-là, il a fallu amener pas loin de 7 tonnes, enfin un peu plus, 9 tonnes de matériaux. Mais bon, c'est la mise en œuvre du chantier. Pourquoi avoir choisi ce procédé? C'est ce que je vous ai dit au début de mon intervention. C'est que je devais faire quelque chose sur ce toit et j'étais quand même bloqué techniquement parce que je n'avais pas de possibilité. C'est-à-dire que si j'avais une possibilité de refit, si j'avais pu en faire un, par exemple, si ça se trouve, on ne serait pas parti vers ça. Je serais peut-être parti vers un refit classique. C'est en fin de compte l'occasion qui a fait que je me suis intéressé à ça pour avoir une solution qui était alternative à mon problème, mais qui aujourd'hui devient pour moi une des solutions qui permet de combiner une baisse de consommation qui peut, dans certains cas, peut-être pas en GD, parce que là, on a quand même des clients en dessous, mais dans le cadre de la logistique ou du stockage critique. Pour moi, le stockage critique, c'est les médicaments, de l'agro, des choses comme cela, permet d'éviter de réinstaller sur des boîtes existantes, par exemple, de la clim. Parce qu'on sait que sur certaines parties, je pense notamment aux réserves où on n'est pas climatisé, on a une baisse mécanique de 5 degrés. Et là, ça nous amène quand même sur des consommations, ça nous évite effectivement d'installer un chevêtre, du renfort de charpente, amener une clim et surtout 10 ans de clim. Parce que la durabilité du toit, c'est entre 10 et 15 ans. Notamment grâce aux produits effectivement que je vous ai indiqué dans le top code qui s'appelle le Kynar Aquatech de Arkema. Alors j'ai une question, les représentants du personnel ont-ils travaillé sur le dossier avec une vision d'amélioration des conditions de travail, baisse de température lors de fortes chaleurs? Oui, on a des demandes de la part de services RSE d'entreprises nationales. On a eu, nous, des concertations chez nous au niveau du CHSCT et on sait qu'il y a eu un constat au niveau de la ligne de caisse où il y a quand même 40 hôtesses de caisse qui ont constaté une chose. Elles ne m'ont pas dit directement que c'était plus agréable, qu'il faisait tout de suite beaucoup plus frais dans le magasin. C'est pas ça. Par contre, elles m'ont dit on a senti quelque chose. Et effectivement, le fait d'avoir une température non contrainte, c'est-à-dire que la climatisation n'est pas en marche, elle n'est pas en fonctionnement, et malgré tout, on arrive à tenir effectivement la température de consigne. C'est-à-dire qu'au niveau des caisses, c'est un vrai ressenti. Et au niveau des bureaux qui sont à l'étage, parce qu'il y a une partie sur ce toit, il y a une cinquantaine de collaborateurs et collaboratrices qui travaillent, eux le ressentent directement parce qu'eux sont directement sous toiture. Eux, ils l'ont représenté. Et ça, c'est quelque chose qui est apparu. Alors, nous n'avons pas, typiquement dans cette entreprise-là où on est 400, de départements RSE qui est en cours de constitution. Mais par contre, je sais que c'est des questions que dans des entreprises où le département RSE existe, ils travaillent là-dessus. Ils travaillent sur le confort des collaborateurs. Et ils travaillent notamment dans des groupes ou dans des parties de travail où la température dépasse régulièrement 28 degrés. Et là, on sort effectivement d'une partie de confort de travail. Alors, autre question, collaborez-vous avec des apporteurs d'affaires? Oui, mais cela, il faut vous rapprocher à ce moment-là de Charlène qui est ici. Comment évaluez-vous les économies d'énergie? Je vous en ai parlé sur les économies d'énergie. C'est avec des torts pris sur les rooftops et typiquement sur ce chantier-là, avec une vérification avec notre contrôle de consommation par équipement. Les travaux sont-ils éligibles au C2E? C'est en cours pour la partie commerciale.
Alors, par contre, le cours du C2E peut tenir de la boule de cristal au niveau du timing. Mais par contre, c'est en cours. Quel est l'investissement de départ? Le prix au mètre carré est assez simple sur des chantiers prêts à peindre, prêts à poser. C'est 20 euros par mètre carré. Est-ce une entreprise de peinture qui lui a réalisé le Coolroof? Oui, enfin, en l'espèce, non, c'est l'entreprise Coolroof qui a réalisé ce toit. Mais ça peut être effectivement, Coolroof a actuellement nombre d'entreprises avec un maillage national qui sont les entreprises référencées par nous, qui sont des peintres, essentiellement des entreprises de peinture ou des étancheurs, puisque nous avons passé aussi un accord avec un groupe national, enfin international, qui est le groupe ICO, pour avoir une solution sur la construction neuve, avec, dès le départ, dans le cadre de la rédaction des CCTP, d'indiquer et de demander est-ce qu'il serait possible, dès le départ, d'indiquer dans le CCTP l'écriture et de dire il faut installer dès le départ à la construction une toiture réfléchissante de type Coolroof. Je dis bien entendu pas une toiture Coolroof France, mais de type Coolroof ou à la technologie dite Coolroof. Mais c'est dès le départ à la construction. Il est clair qu'à partir du moment où c'est rédigé, il fallait un produit qui soit fait par des gens qui savent le faire, donc des professionnels de l'étanchéité. Je vous invite à aller visiter le site de ICO, avec qui nous avons contractualisé, qui propose, ce n'est pas nous, qui propose un produit neuf qui s'appelle le ICO Duo Reflect, que vous pouvez trouver, qui est maintenant à destination des étancheurs, des cabinets de maîtrise d'œuvre, des cabinets d'architectes, des bureaux d'études. Et c'est un produit pour, dès la construction, mettre en œuvre effectivement ce produit, qui concerne aussi les refits. Dans le cadre où effectivement une toiture peut être refitée, ça concerne aussi cela. Y a-t-il une surface de toit qui ne permette pas l'utilisation de cette peinture? Les toits en amiant de ciment. Pour des histoires déjà comment dirais-je, de sous-section 4 ou sous-section 3, c'est-à-dire d'obligation, de normalisation. Et surtout, le nettoyage de ces toits-là est très compliqué parce qu'il faut gérer les eaux de ruissellement dans le cadre du nettoyage pour la préparation de surface. Et l'amiante, c'est compliqué. Par contre, sur des toits qui ont déjà été nettoyés, pré-nettoyés, on l'a fait et ça fonctionne extrêmement bien. Sous combien de temps? Pardon? Et PVC aussi. Ah oui, il y a une autre surface, autant pour moi. Il y a une autre surface sur laquelle, effectivement, on ne peint pas, ce sont les membranes PVC. Parce que là, il y a une réaction chimique, c'est très particulier. D'autant plus que les membranes PVC qui ont plus de 10 ans deviennent très cassantes. Enfin bref, on ne peut pas poser ce système de coolroofing sur des membranes PVC. Sous combien de temps est-ce que l'investissement est remboursé en matière de gains énergétiques? Nous avons, mis au point une moulinette qui nous permet effectivement, avec les consommations propres à la climatisation sur les toits, de faire une moulinette qui nous permet de faire une approche de ROI. D'une manière générale, c'est entre 4 et 7 ans. Voilà. Entre 4 et 7 ans, suivant la constitution du bâtiment. J'ai une question sur la durée de vie et l'entretien. La durée de vie, je l'ai déjà dit. Donc, on a en test Florida 17 ans. On sait qu'à la moitié de la vie, à 7 ans ou 8 ans, on refait une couche de top coat. On renettoie, on refait, suivant les polluants en présence, bien entendu. L'entretien, c'est ce que je vous disais. Une visite technique tous les ans pour regarder dans quel état. Parce que les zones, par exemple, dites flash, c'est-à-dire où il y a des retenues d'eau en permanence, vous avez des décollements. On peut considérer que vous avez entre 0,3 et 1% dans le pire des cas de zones flash sur des toitures planes avec une présence permanente d'eau. Et là, effectivement, ça ne tient pas. Donc, mais ça n'influe en rien sur le résultat de coolroofing. Ça, c'est une chose et ça fait partie de l'entretien. Il y a un entretien courant. Quand vous avez un coolroof, il y a un entretien courant à faire, mais qui est peu pesant, qui est en fin de compte un entretien un peu plus poussé que celui dont les propriétaires de bâtiments doivent faire normalement. C'est-à-dire aller vérifier les EP avant le début de la saison d'hiver, ne pas laisser traîner des choses sur le toit. Et bien là, de la même manière, on sait qu'on a un nettoyage à faire tous les 3 ans à peu près. La durée de vie du coolroof, je viens de l'évoquer. Quelles mesures ont été mises en place pour assurer la durabilité du coolroof? Le Kynar Aquatec. Le moteur même du top coat, c'est le Kynar Aquatec.
On a travaillé de concert effectivement pour mettre au point une formulation de top coat qui est un vernis qui nous permet de prolonger et de garantir cette réflectivité sur 10 ans. L'engagement est de dire qu'on prend une mesure de réflectivité à la remise du chantier et sur 10 ans, nous assurons à minima 75% de cette réflectivité à 10 ans. Et c'est le moteur même du top coat. Avez-vous évolué votre ROI sur cette solution? Oui, sur cette installation, on est à 6 ans. Inclinaison admissible. Alors, on peut peindre jusqu'à, je dirais, 20-30 degrés. Après, ce sont des questions de… Alors, on l'a fait sur des bâtiments, notamment d'élevage, à 40 degrés, mais qui avait une pente très forte, mais qui était peu large. Donc, en termes d'accessibilité chantier, de faisabilité chantier, on était dans un environnement où on pouvait le faire. Si on est sur des toits trop grands, à 30 ou 40 degrés, c'est très difficile, mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Il se trouve que l'orientation, là, maintenant, de l'évolution de l'entreprise qui est Coolroof, c'est d'aller vers du cool wall. On est en train de travailler sur des murs avec des combinaisons mur et toit. Ça donne d'excellents résultats, notamment sur du stockage très critique, où on a des boîtes qui ont un besoin de stabilité permanente de température à l'intérieur et avec une impossibilité de faire de la climatisation, puisque ça assécherait trop l'air. Et c'est une des évolutions, effectivement, de l'entreprise. Alors, l'orientation et support d'application, le shingle, oui, on le fait. Le coût au mètre carré, je vous l'ai dit. Allez-vous recouvrir la totalité de la surface de vente plus les condenseurs? Quelle a été votre méthodologie pour procéder? Je l'ai indiqué, c'est-à-dire que sur consommation et sur vérification par poste avec la GTC. Le retour d'expérience sur l'intervention de Coolroof, l'intervention, c'est ce que je vous disais, a été somme toute peu intrusive. Ne pas oublier une chose, le Leclerc de Quimper, c'est le POC de la société Coolroof. C'est le Proven Concept, c'est-à-dire que ça nous permet d'avoir un test à l'échelle 1. Donc, le retour d'expérience, c'est que j'avais pas d'autre solution, effectivement, pour répondre à la problématique de départ. Enfin, je n'en ai pas trouvé, tout du moins. Et que là, le retour d'expérience, c'est que ça fonctionne. La seule chose, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas l'alpha et l'oméga ça ne va pas remplacer une climatisation, ce n'est pas ça. Mais continuer à faire baisser la consommation globale des bâtiments que j'ai en gestion, c'est de toute façon mon leitmotiv. Là, il est clairement sur quelque chose qui est passif, sur quelque chose où je n'amène pas de technologie qui me contraigne effectivement encore à consommer. Ce n'est que de l'entretien. Donc, moi, mon retour d'expérience, c'est que il faut que l'on aille vers des solutions passives comme ça. Le Coolroof en est une. Si on peut faire une toiture végétalisée, les toitures végétalisées en sont une autre. De la même manière, il y a tout un tas de process qui sont des process qui ne nécessitent pas d'énergie pour fonctionner sur le moyen long terme. Il faut absolument pousser ces technologies. Donc, moi, le retour d'expérience, c'est que j'ai une technologie passive qui fait le job et qui me permet effectivement de dire, voilà, moi, je sais que ma consommation moyenne d'énergie pour climatiser ce bâtiment avec les températures qu'on a moyennisées, bien entendu, je sais exactement où je vais. Si vous devez recommencer l'opération avec Coolroof, que changeriez-vous ou pas? Rien, pour l'instant. Je suis très fier d'avoir fait ça. Au contraire, les choses que je changerais, par contre, c'est peut-être effectivement une analyse de toiture, notamment ce que je vous indiquais au niveau des zones flash, les zones qui retiennent les zones qui retiennent de l'eau en permanence. C'est ça que je changerais, c'est-à-dire que je l'analyserai, et c'est ce que fait maintenant Coolroof d'ailleurs, c'est qu'il y a des visites techniques avant, de manière à bien analyser la chose, parce qu'il y a un retour assez fort, et qu'on soit capable de dire, bon, voilà ce qui va se passer là, voilà ce qui va se passer là, et voilà comment on va intervenir. Et voilà aussi comment nous allons adapter le produit par rapport à votre problématique. Impact sur le chauffage, j'en ai parlé. Le coût au mètre carré, je vous en ai parlé, sur un toit. Thermique du bâtiment, sur les problèmes d'îlots de chaleur urbain. Alors oui, bien entendu, nous travaillons avec notamment la ville de Paris
la communauté d'agglo de Bordeaux, Grenoble. Il est clair que si on l'a fait aussi, enfin ça a été fait par Coolroof au Sénégal sur un quartier complet. Il est clair que si vous faites, admettons, un quartier complet en coolroofing, un quartier, je pense notamment aux zones industrielles ou aux zones commerciales, où là, il y a une énorme accumulation de toits plats, noirs. Et là c'est clair qu'on a des températures au niveau de l'effet de chaleur. Le problème d'îlot de chaleur urbain, ça monte. Si vous en faites 5 dans le même endroit, vous baissez très rapidement, très, très rapidement. Ça fonctionne. Et on sait que ça fonctionne, puisqu'on a une baisse. Un toit noir en plein été monte jusqu'à 90 degrés. Je gérais un bâtiment, je ne le gère plus dans le sud de la France. À partir du mois d'avril et à partir de 11 h le matin, plus personne ne montait sur le toit. Et ce jusqu'au lendemain matin. C'est-à-dire qu'on ne pouvait travailler que la nuit ou que le matin très tôt. Parce que ça déformait le toit, ça l'esquintait, et puis c'était dangereux, quoi. Donc, il est clair que quand vous avez effectivement une surface de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 50 000 mètres carrés qui chauffe à 90 degrés, le rayonnement est extrêmement fort. On se retrouve avec une température ressentie à 1,20 m. On a vu monter, par exemple, sur un toit, on a vu monter à 55 degrés. À 55 degrés, on ne travaille pas. Enfin, l'être humain ne travaille pas. Avez-vous des dispositifs de capteurs et de gestion de la data? Oui, tous les chantiers sont équipés. Donc, ce sont des sondes qui, généralement, sont touchées. On garde toujours un carré témoin noir-blanc pour voir effectivement l'effet. Dans la mesure du possible, on en met un au niveau de l'isolant. Dans l'isolant, on en met un, deux dans le bâtiment et on sélectionne des zones, notamment par rapport au courant d'air ou aux choses comme cela. Par exemple, on s'est aperçu, quand je parlais du shelter tout à l'heure, qui est une petite surface, c'est un petit volume, mais par contre, beaucoup de surface, puisque c'est un container. Là, on a mis d'une manière très statique le même non peint à côté, exactement le même. Et on a fait une vérification. Ça nous a permis de voir qu'on baissait de 3 degrés, sans rien faire. Voilà, enfin, sans rien faire, en ayant peint, bien entendu, l'ensemble. Ça nous permet, nous, il y a des capteurs et on gère cette data avec des programmes qui sont connus, entendus, dans le cadre des gestions de thermodynamique de bâtiments. Pourquoi avoir choisi ce procédé? J'y ai répondu. Qu'est-ce qui m'a convaincu de tenter l'aventure? C'est ce que j'ai expliqué, c'est que j'étais un petit peu coincé, j'avais une problématique, et de cette problématique est née effectivement cette solution. Gain estimatif, j'ai répondu. Quelle était la couleur de toiture initialement? Noire. Produit allonge la durée de vie de la toiture? Oui. Mécaniquement, ce produit allonge la durée de vie de la toiture. Il y a quelques questions. Après, il y a des questions ici. Ah oui, il y en a beaucoup. Alors, comment différencier? Excusez-moi. Comment différenciez-vous? Si vous deviez refaire l'étanchéité plus rapidement, quel serait l'impact financier? Or, si vous deviez refaire l'étanchéité du toit plus rapidement, quel serait l'impact financier hors les énormes travaux mentionnés? Là, c'est sans commune mesure. Il est clair que c'est refaire une toiture complète. Ça veut dire, surtout dans un bâtiment, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est un hypermarché, c'est-à-dire que nos clients arrivent le matin à 8h30 et sortent du magasin, enfin, ce n'est pas les mêmes, mais les derniers sortent à 20h. Ce qui veut dire que the show must go on tout le temps. C'est des travaux de nuit, c'est en décalé, on doit protéger en dessous. On doit d'abord arracher les bicouches, on doit arracher l'isolant. On se retrouve avec des zones qui, dans ces cas-là, ne sont plus protégées, ne sont plus étanches. Enfin, ça engrange des surcoûts monstrueux. Donc, c'est sans commune mesure. Le fait d'avoir une prolongation, soit pas un refit avec… Allez regarder, il y a des produits existants de refit qui existent. Et on est là pour promouvoir effectivement cette technologie de coolroofing. Ou soit une peinture de type résine, type coolroof. Je vous dis, vous êtes sur quelque chose de très passif. Vous le mettez en œuvre. Bon, on a un coût arrêté au départ, qui est ces fameux 20 € par mètre carré sur un toit prêt à peindre. Mais il n'y a pas de commune mesure. On est à peu près à 5 fois au-dessus. Est-ce que vous jugez que la solution coolroof est efficace même dans la zone H1A où les apports solaires sont moins importants? Alors, tout à fait. Tout dépend si vous êtes effectivement sur un climat continental ou pas. Prenons le cas des condenseurs. Dans la zone H1A,
On dit, voilà, ça ne monte pas au-dessus de ça. Nous, typiquement, en Bretagne, ici, on l'était. On a H2, je crois, je ne sais plus, H2. On est en H2 et typiquement, ici, il était impossible que nous dépassions 30 degrés à l'extérieur. L'année dernière, à Quimper, il y a eu 7 jours au-dessus de 30 degrés. Pendant ces 7 jours-là, si je n'avais pas eu de la peinture au-dessus des coulroufs, ça veut dire qu'il fallait que j'arrose mes condenseurs toute la journée. Voilà. Donc, en zone H1A, et je ne le souhaite pas, mais je pense qu'on va avoir des pics de température qui vont faire qu'il va y avoir il y a actuellement une problématique sur le bâti existant, c'est qu'il y a un sous-dimensionnement de la garantie de température à l'intérieur, que ce soit pour le confort des gens qui y travaillent, le confort normal, c'est-à-dire que des gens ne peuvent pas travailler à 28 degrés en étant assis à des bureaux, ne peuvent pas travailler à ça. Et pourtant, les bâtiments ont été bien conçus. Et on s'aperçoit que l'élévation de température, mais surtout aussi des journées avec des journées de pic qu'on n'arrive plus à gérer. Le phénomène Coulrouf, en fin de compte, c'est de lisser effectivement ce phénomène de pic. Et le phénomène d'augmentation des températures en zone H1A, en continental, j'en veux pour preuve quelqu'un qui stocke des médicaments. Et l'année dernière, ils n'ont pas été à même de pouvoir effectivement garantir leurs engagements vis-à-vis de leurs clients. Et malheureusement, sur une partie de stockage, ce qu'on appelle sec, ça a largement dépassé ces températures-là. Donc leur stock est devenu. Là, on ne parle même plus de ROI. Là, on parle réellement de continuité de process, qui soit industriel, qui soit logistique. Il n'y a plus de notion de ROI. C'est une espèce d'assurance. C'est la même chose que sous les condenseurs. C'est une espèce d'assurance. Ça nous assure de pouvoir garantir 3 ou 4 ou 5 degrés de plus en température extérieure sans pour autant que mon système de froid ne se casse la gueule. Quelle incidence des toits blancs sur les clims et moteurs frigo? Oui, alors nous avons fait, il y a des études en cours sur ce projet, nous en avons fait, et c'est ce que je vous ai expliqué quant aux températures de reprise. Pourriez-vous passer de climatiseur dans le magasin sur l'année? Oui, on pourrait se passer de climatiseur dans le magasin sur l'année. J'en veux pour preuve, c'est qu'actuellement à Quimper, il y en a 5 sur le toit. Sur les 5, il y en a un qui est en panne et il se trouve qu'il est, par rapport au futur bruitage, à 48 mètres, je crois, de la rue. Et pour l'instant, je n'ai pas de réponse, mais je m'en passe très très bien. Il est en panne depuis l'année dernière et je ne peux pas le changer. Donc, on est en train de voir pour changer les éléments intérieurs. Alors, toute l'année, je ne pense pas, parce que quand même, je veux maintenir ces 25 degrés, mais ça ne me poserait pas beaucoup de problèmes de diminuer et sur les 5, d'en couper 3, je pense qu'on tiendrait allègrement. Après, ce qui est vrai, c'est qu'on agit aussi sur des bâtiments non climatisés. Oui, on agit surtout sur des bâtiments non climatisés, c'est-à-dire que ça nous permet de garantir, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une augmentation généralisée de la température sur l'ensemble du territoire, en gros en Europe, enfin partout dans le monde, mais en gros en Europe, que les bâtiments avaient été conçus pour garantir très bien fait, très bien isolé, très bien monté, et pour garantir une température maximum, par exemple, de 25 degrés. Et qu'on s'aperçoit que ces fameux pics de température ou cette constance dans des températures élevées font que l'inertie du bâtiment fait que pendant des périodes estivales, où normalement nous descendions à 10 ou 8 degrés la nuit, donc il y avait une bascule qui se faisait, là on a un maintien de température moyenne plus importante et qui n'arrive plus à perdre cette température la nuit, où il n'y a plus de compensation. Et sur des bâtiments non climatisés, soit on installe de la climatisation, mais il faut prendre en ligne de compte la boîte, le chevet, les travaux, les supports de charpente et surtout les 10 ans à 15 ans de consommation. Et le but, et une des voies quand même importantes, c'est qu'il faut essayer l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, à partir de là, il faut tout poser sur la table. Je veux dire, dans le cadre on travaille avec plusieurs bureaux d'études et de leur dire, bon, faites une projection sur 5 ans, sur 10 ans, si on doit refitter des bâtiments qui ne sont pas climatisés, mais ils s'aperçoivent qu'ils dépassent soit trop souvent les températures de consigne au niveau du process industriel ou du stockage, des choses comme ça, soit au niveau même des collaborateurs qui ne sont pas, qui travaillent dans des conditions qui sont, entre parenthèses, plus admissibles. Pas admissible.
Efficacité sur le toit béton vs métallique, influence sur l'isolation sous toiture. Alors, l'influence sur le toit béton, typiquement, lorsque vous avez un toit béton, c'est Alors, sur des toits béton, on en a fait un, et moi j'en ai fait un typiquement, où on avait 15 cm de toiture béton. C'est un poteau-poutre béton et toit béton en voûte. Il se trouve que toute la journée, les gens travaillent en 3-8 dans cet endroit. C'est un atelier de production. Les gens qui travaillaient la nuit, l'été, avaient plus chaud que les gens qui travaillaient le jour. Parce qu'on avait un phénomène d'accumulation thermique avec le phénomène dit du radiateur, c'est-à-dire accumulation de calories et redistribution la nuit de cette grosse masse, effectivement, cette grosse masse inertielle qui était le toit. Là, le problème, il a été résolu, mais tout de suite. Voilà, ça monte plus du tout en température et on arrive à maintenir très exactement 21 degrés à l'intérieur. Il est climatisé, mais on tient 21 degrés sur la partie de stockage, parce que c'est de l'agro. Et on tient les 21 degrés. Donc, effectivement, ça marche très, très bien sur les toits béton. Avez-vous fait évoluer le produit et l'appliquer sur des toits en membrane? Alors, ce que je disais sur les membranes PVC, non. Par contre, le produit évolue en permanence. Le produit évolue en permanence et on en est à la V3. Là, les produits et l'évolution du produit, c'est d'aller vers quelque chose de plus en plus biosourcé, de continuer la recherche et développement avec les acteurs qui travaillent avec nous depuis le départ, c'est-à-dire ce sont des bureaux d'études pour effectivement la finalité de la mise en œuvre, mais surtout très en amont sur la constitution même des produits qui arrivent. Je vous ai parlé tout à l'heure des cool walls. On travaille aussi sur des cool glass pour tous les translucides, parce qu'on rentre énormément de calories pour ça. Et et c'est la raison pour laquelle cette association, avec un groupe aussi important qu'Arkema, nous permet de faire travailler des gens dans le métier avec une ligne de conduite en disant il faut que l'on intègre le maximum de produits biosourcés à l'intérieur de notre complexe. La coquille d'huître, c'est une chose, et on l'a fait. Et c'est une charge. La charge minérale dans notre peinture, pour partie, est en coquille d'huître. Il faut qu'on aille vers cette voie-là. Elle est extrêmement importante. Alors, quelle résistance pour les CVC, des enfumages, y a-t-il un chemin technique à conserver? Oui, tout à fait. Là, à ce moment-là, mais de toute façon, la mise en œuvre sur des bâtiments se fait nécessairement avec ou les maîtres d'œuvre ou les gens qui sont en gestion du bâtiment. Et là, à ce moment-là, on fait des protections qui sont ad hoc par rapport à la règle en vigueur au niveau des bâtiments. Avez-vous d'autres règles sur d'autres centres commerciaux, entrepôts de logistique? Oui, nous en avons. Et là, à ce moment-là, vous vous rapprocherez de Charlène. La baisse... quelques-uns, on a fait le Leclerc d'Anglette aussi, 2 autres Leclerc en Bretagne, l'Hyper-U de Contres et le Géant Casino de Valence. Ouais, et on a d'autres centres commerciaux dans le sud de la France. Et effectivement, on a d'autres règles. Ça vous pourrez les avoir. La baisse de température de 5 degrés sous toiture ou en ambiance. Alors, on l'a en sous-toiture, en ambiance, c'est ce que je disais tout à l'heure. On arrive à avoir des magasins qui sont plus frais ou des magasins qui sont plus chauds. En ambiance, sur une boîte non climatisée, on est en moyenne entre 3 et 5 degrés, suivant la constitution du bâti, bien entendu. La part de l'économie globale, rentabilité ROI, ça j'en ai parlé. Avez-vous eu des contacts avec des représentants du personnel? Ça j'en avais répondu aussi. Est-ce une techno française? Non, ce n'est pas une techno française. Non, bien sûr que non. Non, le cool roof, je dirais que le cool roof, le premier propriétaire de cool roof, ça doit être quelqu'un qui devait se balader avec Homer il y a 2000 ans en Grèce. Ah non, tous les toits sont blancs en grec. On n'a rien réinventé. Et c'est pour ça que l'aventure, elle est intéressante. Bien sûr que non. Le principe de peindre en blanc les toits, voilà, les îles grecques. Bon, la seule différence, c'est que les îles grecques, c'est de la chaux, il faut le refaire tous les 6 mois, voire tous les ans. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a cette profondeur de blanc. Mais non, le cool roof, ce n'est pas une techno française. Par contre, les produits que l'on a
Et Cool Roof France, typiquement, c'est effectivement une production française avec une technologie française et avec des entreprises françaises. Oui, mais la techno elle-même est une techno internationale, mondiale. Le grand désastre qui a été fait, c'est qu'on a inventé la tôle ondulée. En Afrique, auparavant, c'était soit de la voûte nubienne, c'est-à-dire avec un phénomène de charge qui était complètement différent au niveau charge calorifique. Et après, il faisait des toits blancs. Il y a beaucoup de représentations, notamment du 17e au 19e siècle, enfin fin du 19e, où il y avait des surfaces blanches. C'était logique, quoi. Bon, on a inventé la tôle ondulée, on vous a dit c'est beaucoup plus facile, on va faire comme ça. Et là, malheureusement, on leur a fait des fours. Alors, c'est quoi la différence entre une peinture blanche réfléchissante qu'on peut trouver sur le marché un peu plus bas que la peinture Cool Roof et la peinture Cool Roof? Ah bah, c'est très simple, monsieur. Vous pouvez aller acheter de la peinture blanche réfléchissante, vous la mettez et je vous la laisse regarder au bout de 2 ans. C'est à peu près la durée. Et encore 2 ans, il ne faut pas que ce soit trop altéré par rapport aux différents polluants. C'était la principale problématique. Mettre au point un produit qui soit un matériau de construction, enfin pas de construction, qui soit un matériau destiné aux constructions et qui ait une longévité qui soit propre effectivement aux constructions. C'est-à-dire que si vous montez un bâtiment, et dans le cadre des bâtiments que je gère, certains propriétaires sont comme ça, ils le montent en disant il est monté ad vitam aeternam. Non, un bâtiment, ça s'entretient, ça évolue, et on a une obligation de continuité, d'évolution de ce bâtiment. Vous me parlez de peinture, la grosse différence, c'est que c'est formé, déjà, c'est que ce n'est pas uniquement de la peinture blanche. Il y a des choses à l'intérieur qui font que c'est autre chose que de la peinture, mais pour faire simple, on appelle ça de la peinture, et que ne pas oublier effectivement la part du top coat. Et là, le top coat, si vous l'aviez, si ce complexe n'était pas au point, complet base coat, top coat, la longévité de la peinture, c'est entre 2 et 3 ans, pas plus. Avez-vous une solution pour les membranes EPDM en revanche? On travaille dessus. De la même manière que pendant 2 ans, on n'a absolument rien communiqué parce que nous voulions arriver avec des preuves écrites et faites par des tiers neutres. On travaille là-dessus, on a une solution. On a une solution. On a le produit en chambre de vieillissement. On a le retour de ces expérimentations. Il faut qu'on attende encore un petit peu. C'est pas encore complètement satisfaisant. Mais on y est. Je pense que fin 2020, on aura effectivement un produit EPDM. Pour ne pas peindre que les toits, les murs n'ont-ils pas le même effet? Oui, tout à fait, c'est ce que j'indiquais, et on le fait. On le fait on le fait. Voilà, on le fait, on le travaille là actuellement. On le travaille sur des sites de stockage et j'en veux pour preuve que ça marche très bien, ce sont des clients de Cool Roof d'il y a 3 ans et qui nous repassent commande tous les ans parce que ça remplit pleinement et entièrement leurs attentes. Et le cahier des charges qui nous était imposé dès le départ a été complètement, comment dirais-je, on est en corrélation complète avec les questions qui nous étaient posées. Alors, dans le neuf, alors bien entendu que dans le neuf, ça peut être posé. C'est ce que je vous indiquais. Nous avons mis au point avec ICO, enfin ICO a mis au point avec nous, plus exactement, un produit qui s'appelle le ICO Duo Reflect et ICO White Protect. C'est-à-dire qu'à la construction, vous avez un complexe Cool Roof. Mais s'il y a des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre ou des architectes qui sont en ligne, dans la rédaction des CCTP, pour moi, maintenant, un bâtiment neuf, je suis actuellement, c'est vrai que vous allez me dire, je suis juge et partie, mais absolument pas. Je suis actuellement sur une construction d'un bâtiment, et ce, depuis plus de 8 ans, avant même que la société Cool Roof n'existe. Pour moi, un toit, c'est un toit réflectif. Point. Il faut arrêter, effectivement, et c'est un toit réflectif avec des solutions qui ne sont pas nécessairement la solution Cool Roof France. C'est ce que j'indiquais. Allez voir, il y en a d'autres à la construction. Nous, on en a un qui s'appelle ICO Duo Reflect, ICO White Protect. Vous en avez d'autres chez les autres marchands. Mais le principal, c'est de faire une toiture réflective. C'est ça qui est important.
Alors, c'est valorisant, effectivement, sur les calculs de RT 2012 et RE 2020. Là, vous demandez à Charlène, et nous avons chez nous Manon, qui est responsable du bureau d'études, et il n'y a aucun problème pour lui adresser des demandes dans ce sens-là, et je sais qu'effectivement, c'est valorisant dans les moteurs. La FDES, oui. Un comparatif entre couvre-feu et végétalisation de toiture. Les deux sont deux très très bonnes solutions. La végétalisation de toiture, c'est dans le cadre d'une construction soit neuve, soit une construction existante qui peut supporter une végétalisation. Par exemple, le toit qui est le moteur de notre réflexion d'aujourd'hui, fait qu'on ne pouvait pas supporter, ma charpente ne pouvait pas supporter une végétalisation. Autrement, ni panneaux solaires, ni végétalisation. Par exemple, je vais refaire un toit où nous stockons actuellement du sec, qu'on est en train de refaire. Il va y avoir un cool roof dessus et une centrale photovoltaïque biface. Les calculs que nous avons, les tests que nous avons, les retours d'expérience que nous avons font que sur cette installation en panneau photovoltaïque biface, j'ai une rentabilité de la centrale photovoltaïque de 24%. Je dis ça de tête, alors je ne sais plus, c'est 24 ou 23% supplémentaires. Donc, vous voyez, c'est aussi un autre effet. Parce que les panneaux photovoltaïques, au-dessus de 45 degrés, produisent moins. Il y a une baisse, et il y a comment dirais-je, une production en chapeau de gendarme en fonction de la température. Donc, ça nous permet effectivement d'être dans une marge de température optimum pour la centrale photovoltaïque. Et la végétalisation de toiture, mais c'est une très bonne solution. Quand on peut la faire, c'est une très bonne solution. Alors, incidence pour les bâtiments voisins plus hauts, éblouissement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'effectivement, c'est blanc, c'est réflectif, mais c'est réflectif à hauteur d'homme. La preuve en est, on a fait nous travaillons avec l'aéroport de Paris et nous avons fait des passerelles d'embarquement. Est-il nécessaire de faire une étude des centres de charge? Non, le port ajouté est très négligeable. On est entre 1 kg et 1,2 kg suivant la formulation. Intégration de ce produit dans le calcul RT, oui, vous pouvez le faire. Je vous demande de vous rapprocher de Charlène et de Manon qui vous répondra effectivement. Quelle est la part de matériaux biosourcés à ce jour? Pas suffisante. À mon sens, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça, c'est notre labo. Il y a un labo intégré, chez Coolroof. Il y en a. On est en train de rajouter une autre au niveau de la charge. On est encore sur d'autres systèmes. Pour ne rien dévoiler, on essaye de travailler sur aussi une formulation qui soit une formulation dite en open source à destination de populations, parce qu'on travaille aussi avec l'Afrique dans le cadre de programmes de développement où on voudrait avoir une solution en open source avec des matériaux biosourcés à terme, j'aimerais bien à 80%. Hormis effectivement le top coat qui là est un matériau à part. Alors, vous n'avez pas répondu sur la transmission par la clim de certains virus comme le Covid. Ah, alors désolé, vous n'avez pas répondu à la problématique actuelle sur la transmission par la clim de certains virus comme le Covid. Avez-vous eu des demandes en ce sens afin de diminuer, voire supprimer la clim? Je ne suis pas sachant, loin de là. Je sais que j'ai fait vérifier tous mes filtres. Je sais qu'il y a des études qui effectivement disent dans le cadre d'air renouvelé, avec des filtres qui sont un peu fatigués, l'utilisation de la clim peut effectivement propager. À mon sens, moins on utilise de clim, mieux on se porte. Mais ça c'est un avis qui est très personnel, ça sort du contexte. Je pense que le coolroof, dans certaines choses, prenons le cas de Quimper, 4 rooftops de 76 kVA sur 6900 m². Si on le remontait aujourd'hui, on serait plutôt sur 6 rooftops sur cette surface-là, avec toujours 76 ou 70 kVA. Et elle marche, comme je vous le disais, c'est-à-dire en gros de avril à, si on prend H2 et H3, je ne parle même pas du sud, hein, où là ça marche. Moi, je me rappelle dans le sud, on faisait tourner pratiquement H24 pour effectivement maintenir une température à l'intérieur de l'hiver. Mais si on prend le cas de, en gros, la moitié de la France, il y a une consommation de clim qui est anormale, mais qui va devenir de plus en plus anormale. Et je crois qu'on s'est tous fait suffisamment peur. Et j'ai pas la réponse. Beaucoup de bureaux d'études me posent la question. Nous n'avons pas
la réponse. On est en train de se rapprocher de sachants pour nous dire qu'est-ce que ça peut influencer. Mais on sait que ça a eu des influences, on le sait. Le renouvellement d'air, on le sait. Bon, maintenant, si on peut se passer de la clim, c'est que mieux. Vous savez tous, comme moi, je pense qu'il y a un phénomène de confort, alors qu'il n'est pas un confort, mais dès que vous installez de la climatisation dans des environnements, il ne faut surtout pas dépasser 8 degrés par rapport à la température extérieure. Il m'est arrivé, mais un nombre incalculable de fois, comme vous tous, de rentrer dans des magasins, vous aviez l'impression de rentrer dans des frigos. C'est anormal. Donc, c'est une logique intellectuelle humaine et de se dire, je me sens mieux là. Bon, c'est un partage. Le cool-roof peut peut-être améliorer, effectivement. Nous deviendrons à ce moment-là sociétal. Après... Il y avait beaucoup de questions oui, sur vos concurrents qui mettraient en œuvre des billes de céramique. C'est une des solutions. C'est une des solutions. Il y en a d'autres. Regardez bien, effectivement. Je suis pas là pour dire que Coolroof France de la société CR France est la meilleure des solutions. C'est une très bonne solution. On a surtout quelque chose. L'entreprise a 5 ans. On a 7 ans de data. On a maintenant à peu près un peu plus de 200 000 m². On a un recul. Il y a tout un tas de produits qui vont sortir parce que le fait d'avoir fait il y a quand même une part d'évangélisation sur cette technologie qu'est le coolroofing en France. Et ça, je suis relativement fier des équipes de cette entreprise qui l'ont porté quand même. Et sur les fonds baptismaux pour faire naître l'entreprise, ça c'est nous, mais le reste, pour faire porter en disant c'est une solution non intrusive, passive et qui marche. C'est très compliqué, et vous le savez tous très certainement, mais par contre, ça marche. Mais quand je dis ça marche, et je viens avec des REX, avec de la data et avec des avis qui sont des avis neutres. Donc, il y a d'autres solutions. Il faut bien regarder effectivement ce qui est mis en œuvre. Mais il y en a d'autres qui sont de très bonne qualité. Il y a des systèmes de refit d'étanchéité qui est fait par, et vous pouvez le trouver sur Internet par très certainement le leader de l'étanchéité, qui est de très bonne qualité. Ça marche pour une typologie de chantier. Nous, on va marcher sur une autre typologie de chantier. Et il y aura d'autres systèmes. Je pense qu'il faut simplement se dire, la chose la plus importante, c'est de dire si ça fonctionne, de quelle manière ça fonctionne, c'est quoi le moteur de la solution. Nous, on est capable de vous dire, voilà, le moteur, c'est ça, voilà ce que ça fait, voilà comment ça le fait. La climatisation est très mauvaise à cause du renouvellement d'air. BioAir propose des solutions de bioclimatisation en tout air neuf qui suppriment ces problématiques liées au virus. Et ben voilà, monsieur BioAir. Voilà, vous avez répondu à une partie de la question que moi, je ne pouvais pas répondre, je ne suis pas. Mais comme vous dites qu'effectivement, vous avez des solutions de bioclimatisation en tout air neuf, je pense que la combinaison des deux est le mieux. Parce que là, dans ces cas-là, je répète ce que j'ai dit, l'énergie la moins chère est celle qu'on ne consomme pas. Je pense que j'ai été très long. On est arrivé à la fin des questions. Exactement. En tout cas, merci à toutes les personnes d'être venues à ce petit webinaire. Et j'espère avoir, dans la mesure du possible, vous avoir éclairé et vous avoir convaincu des bénéfices et des qualités du coolroofing. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée à vous tous et merci de votre attention. Merci à tout le monde. Au revoir.